bienvenue à Bordeaux et parmi nous. Bonjour. Je voudrais commencer par vous demander, vous avez été élu en qualité de président de la Haute Autorité, nommé comme président de la Haute Autorité de Santé en avril dernier. Quel regard est-ce que vous portez sur déjà ces 150 premiers jours à la tête de cette institution ? Bien, alors d'abord, le président n'est pas élu, hein, il est vraiment désigné par le président. J'ai dit de la nommé, République. je me suis corrigée. C'est pour ça, puis nommé. Écoutez, la Haute Autorité de Santé, c'est une très belle maison. Mon premier étonnement, c'était donc pas que c'était une belle maison, mais c'était une aussi belle maison, par les qualités des personnes qui y travaillent, beaucoup de professionnels de santé, beaucoup d'exigences scientifiques. Mais ce n'est pas parce que c'est une très belle maison qu'elle ne peut pas être encore meilleure. Et donc, un de mes objectifs, on y reviendra, c'est de voir comment faire pour qu'elle continue à aller dans la très très bonne direction, qui est celle de répondre à ses missions, mission qui date, je rappelle, de 2004, lorsqu'elle a été créée. D'ailleurs, je fais une parenthèse et qui ne vise pas du tout Madame la Directrice Générale de l'Offre de Soins, mais qui est de rappeler que la HAS a été créée par la loi relative à l'assurance maladie en 2004. Il y a un article dans le Code de la Sécurité sociale qui précise les missions de la HAS. 19 ans après, nous sommes à la 30e version de cet article. 30 versions en 19 ans, par ajout successif de missions. Alors, on n'a jamais retiré de mission, on en a ajouté. Donc ça va me permettre probablement de parler des missions de la HAS. Mais c'est ça, enfin, je comprends mieux pourquoi. J'allais vous poser une question qui peut vous paraître un peu bête ou naïve, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas si évident que ça. Vous demandez finalement à quoi sert la HAS. Alors il faut la remettre dans le contexte de 2004. 2004, c'est assez simple. L'objectif, c'est de créer une autorité qui va se spécialiser dans l'expertise de la qualité du système de santé, mais à des fins de régulation du système de santé. C'est pour ça que c'est dans la loi relative à l'assurance maladie. Et progressivement, tout ce qu'elle va apporter ne va pas être qu'à des fins de régulation, qui va être à des fins vraiment d'expertise de la qualité en soi. Alors si je devais résumer, la HAS, 3 grandes missions. L'évaluation des produits de santé à des fins de remboursement, enfin on va dire de régulation. Deuxième grande mission, les recommandations pour les professionnels, qui sont les recommandations de bonne pratique, voire les recommandations vaccinales. Et troisième grand domaine, c'est tout ce qui va relever de l'évaluation des établissements et notamment leur certification. Je veux juste qu'on fasse attention au mot santé. Le mot santé dans Haute Autorité de Santé ne se résume pas au sanitaire. C'est vraiment la définition de l'OMS, c'est le sanitaire, le social et le médico-social. Nous sommes sur ces 3 domaines totalement. Et l'autre aspect, si on doit définir la HAS, c'est qu'elle aime à rappeler qu'elle est une autorité publique indépendante, dite à caractère scientifique. Pour mémoire, il n'y a dans notre pays que 7 autorités publiques indépendantes. Il n'y en a pas plus. Et une seule en santé, en l'occurrence la HAS. Deuxième point, donc elle est très fière, elle revendique cette indépendance. Mais je tiens à rajouter à l'indépendance le mot dialogue. Ce n'est pas parce qu'on est une autorité indépendante qu'on ne doit pas dialoguer. C'est la raison pour laquelle j'entretiens autant que possible les dialogues aussi bien avec les pouvoirs publics qu'avec les professionnels, les usagers du système de santé, sans perdre pour autant notre indépendance. Le deuxième point, c'est la science. Tout doit reposer sur la rigueur scientifique. Oui, c'est la base de vos décisions. C'est la base de nos décisions. Et le troisième, c'est la transparence. Tout ce que nous faisons est rendu public. Ça va même au-delà, vous savez, je ne m'attendais pas, en arrivant en réunion du collège, que tout était filmé, enregistré, et qu'au cas où on perdrait des données, il y a en plus une sténotypiste qui note absolument tout ce que nous disons. Donc la transparence, elle est là, puisqu'il y a un libre accès à tout ce que nous faisons. Est-ce que la HAS, finalement, doit chercher à être plus connue qu'elle ne l'est, auprès des professionnels comme de la population, pour mieux comprendre vos décisions ? Alors, elle a eu un succès de notoriété, on va dire, pendant la crise épidémique, bien évidemment, on en a parlé. Mais si vous demandez, on va rester sur les professionnels de santé et les professionnels qui sont autour des établissements de santé, à quoi sert la HAS ? Je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça qui pourrait vraiment définir ses missions. Donc la HAS, elle a un rôle à remplir. Moi, je souhaite qu'elle soit au service de tout ce qui touche au système de santé, pouvoir public, bien évidemment, usagers, professionnels, et qu'elle devienne le référent, le réflexe, lorsqu'on souhaite avoir une information, lorsque de qualité, on se retourne vers la HAS. Je voudrais qu'on revienne sur la certification des établissements de santé. Cette certification va désormais prendre en compte l'usage du numérique. Est-ce que ça ne doit pas être plus un objectif à atteindre qu'un critère de certification ? Est-ce que c'est le rôle de la HAS d'imposer ça ?
Alors, quand je reprenais tout à l'heure l'historique depuis 2004, il y avait déjà la certification il y a 20 ans. C'est un des points très forts parmi les missions de la HAS. La certification, depuis quelques années, très peu de temps, s'est orientée sur les résultats et non plus sur les process. Aujourd'hui, les enjeux numériques et le risque numérique, puisqu'on est quand même dans l'évaluation de la qualité et de la sécurité des soins, ne peut pas du tout être ignoré. Et c'est effectivement la raison pour laquelle, à partir du 1er janvier 2024, nous avons quelques critères centrés absolument sur le risque numérique, mais qui sont du type votre établissement a-t-il réalisé un audit des risques numériques? Est-ce que vous avez déjà prévu un programme d'action en cas justement de cyber-risque? Est-ce que vous avez identifié des risques? C'est ce type de questions. Donc si c'est en cours de réalisation mais que ce n'est pas encore fait, ça n'empêchera pas la certification. Alors, la certification, à part certains critères dits impératifs, elle ne repose pas de manière tranchante sur une question ou non. Mais ces critères sont ajoutés, et soyons clairs, beaucoup d'établissements de santé ont déjà anticipé les questions relatives au numérique. Donc, elles apparaîtront clairement, mais ça a été rendu transparent. Nous avons organisé la semaine dernière 2 webinaires, comme on dit, l'un pour les établissements de santé, l'autre pour les experts visiteurs. 1800 contacts pour le premier, 400 pour le second, sachant que nous n'avons que 900 experts visiteurs, et où nous avons largement insisté sur ce que nous attendions sur la partie du numérique. Vous avez aussi parlé de renforcer la place des usagers au sein de la HAS, ainsi que l'expertise en sciences humaines. Expliquez-nous. Je confirme. Alors, les usagers sont déjà présents depuis longtemps à la HAS. Prenez la commission de la transparence, la CNEDIMS, donc la commission pour simplifier des dispositifs médicaux. Il y a déjà 2 représentants des usagers dans chacune de ces commissions sur 22 personnes. Donc c'est non négligeable. Il y a depuis maintenant des années, je crois depuis 2008, il y a eu un travail sur le guide de coopération entre la HAS et les usagers. Moi, je souhaite qu'il soit vraiment présent, mais surtout qu'il soit écouté. Parce qu'ils ont à apporter une expérience, peut-être y viendrons-nous, que d'autres n'ont pas. Et fort heureusement, depuis maintenant une vingtaine d'années, il ne revient pas qu'aux professionnels de santé à évaluer la qualité et la sécurité des soins des établissements. Donc cela me paraît le bon sens. Les sciences humaines et sociales, c'est un autre point. Là, je souhaite vraiment renforcer dans les commissions, enfin, quelquefois faire venir dans des commissions des spécialistes de sciences humaines et sociales. On ne peut pas aujourd'hui, quand on raisonne sur une recommandation vaccinale, ne pas se poser la question de type sociologique, quelle est la capacité d'acceptation, d'appropriation par la population. On ne peut pas ne pas se la poser sur certaines innovations thérapeutiques. Donc c'est là où nous aurons cette ouverture. On peut aussi se poser la question, quelquefois, de spécialistes d'éthique pour certaines prises en charge. Vous avez évoqué l'expérience patient. Tout à l'heure, nous avons une table ronde sur l'expérience patient comme gage de performance et de qualité d'un établissement. Vous en pensez quoi ? Oui, alors écoutez, ça fait là aussi des années, donc vous l'avez rappelé, je ne suis là que depuis avril, donc ce sont déjà mes prédécesseurs qui avaient intégré cette expérience patient, considérant qu'il fallait que l'évaluation des établissements soit celle des professionnels, mais avec également celle des patients, qu'ils ont ajouté. La HAS, il y a 2 ans, avait rendu un rapport sur l'utilisation des fameux PROMS et PREMS, qui sont bien connus, donc la manière d'évaluer les résultats ou l'expérience vécue. On va en parler précisément. Vous allez en parler par le patient. Donc là, il y a des travaux. Ma vision est assez simple du domaine. Je souhaite que les patients soient associés pour beaucoup de raisons. D'abord, qu'il y ait un vocabulaire le plus commun possible entre les patients et les professionnels. Que les professionnels saisissent bien les attentes des patients, la perception qu'ils ont eue d'un événement précis ou de ce qu'ils attendent du soin. Tout cela, à mon avis, c'est dans l'intérêt, effectivement, de la prise en charge et de la qualité de notre système de santé. J'ai une question de la salle qui revient sur la certification. De nombreux critères dans la certification sont inapplicables sur le terrain. Lesquels ? Alors, si quelqu'un pouvait m'envoyer ceux auxquels il pense, ça m'arrangerait. Parce que moi, ce que j'observe depuis que j'y suis, je regarde, il y a un peu plus de 130 critères. Vous le savez, de certification, ça va passer à 132 cette année. Il ne m'était pas revenu qu'il y en avait qui étaient totalement inapplicables partout. Alors que peut-être que dans certains établissements, il y en a d'inadéquats, mais il faut me faire remonter cette information. Alors, le temps que l'information éventuellement remonte, moi, je vais vous demander quels sont les sujets sur lesquels vous comptez vous atteler prochainement à la HAS et qui pourraient concerner l'hospitalisation privée. Alors, je ne sais pas s'ils vont concerner que l'hospitalisation privée. Aujourd'hui, au-delà de l'exigence de qualité, il y a une exigence de rapidité dans les réponses.
Il y a une attente des pouvoirs publics, de l'opinion, pour qu'on réponde vite sur ce que vaut un produit de santé, peut-être demain un établissement de santé, que nous soyons capables d'élaborer rapidement des recommandations. Et une de mes priorités, ça va être, tout en conservant le haut niveau de qualité scientifique, tout faire pour réduire les délais chaque fois que possible. Alors, une des pistes pour nous, c'est nous réfléchissons à l'introduction de l'intelligence artificielle dans un certain nombre d'analyses de données, notamment de revues de littérature. Mais là, nous en sommes à un stade d'expérimentation. Pour tout vous dire, on a pris cette décision il y a quelques semaines uniquement pour le tester et pour voir si vraiment on peut le développer. Un autre grand domaine, ce sera l'environnement. Il y a ce plan, vous savez, la planification écologique en santé. Il est indiscutable que nous travaillons, il y a déjà un groupe interne sur santé-environnement. D'ailleurs, dans le projet stratégique de l'HAS, qui a été modifié à la fin de l'année dernière, donc par ma prédécesseur, un volet environnemental, risques environnementaux, enjeux environnementaux plus exactement, a été ajouté. Quel sera votre rôle en fait? Alors c'est très simple, introduire des critères d'ordre écologique dans nos évaluations. Aujourd'hui, ils existent déjà. Par exemple, dans le rapport sur un médicament de la Commission de la transparence, il y a une remarque sur est-ce que le conditionnement est réellement adapté à la posologie prévue par l'AMM? Une question comme ça. Sur les dispositifs médicaux, nous nous interrogeons déjà sur qu'est-ce qu'ils deviennent en fin d'utilisation ou en fin de vie. Ça fait partie des critères. Donc nous avons toute une série. Je peux dire la même chose sur les établissements de santé, où il paraît assez légitime de s'interroger sur leur contribution et puis sur leur appréciation des risques qu'ils font créer à l'environnement par leurs pratiques. Aujourd'hui, quelle est votre plus grande ambition pour la HAS dans l'avenir? Écoutez, on ne va pas reprendre, je ne m'attendais pas du tout à une telle question, mais la maxime type de Coubertin, c'est qu'on aille plus vite, qu'on soit encore meilleur, mais j'insiste qu'on allie la qualité à la célérité. Merci beaucoup. Je vois que la salle ne m'a pas donné de précision sur les critères qui étaient inapplicables sur le terrain. Lamine, je te laisse la parole. Peut-être que le président Garbi va avoir un critère. Ah ben, il y en a un, moi, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est ISATIS. Hein. Alors, ce n'est pas un critère de certification, mais c'est un critère totalement abominable de satisfaction de nos patients. Je lisais les statistiques. ISATIS jugé peu accessible, trop long, trop complexe à appréhender par les patients pour 72% des répondants, 65% rencontrant des difficultés à recueillir des réponses. 65%. Et pas adapté aux personnes, à nos aînés, on va dire. Que faire? Aujourd'hui, la satisfaction, vous prenez, alors c'est d'actualité, vous prenez le train, un quart d'heure après, vous recevez sur votre portable comment s'est passé votre voyage, le train était-il propre à l'heure, et vous a-t-il donné de satisfaction? Oui, non, de 1 à 5. Voilà, ça a pris 5 secondes pour répondre, et ça enrichit une base de millions de données. Nous, quand on a 50 répondants par an, ou 100 répondants par an, on s'estime heureux. Tous les lundis, au sein de mes établissements, on fait la traque des répondants ISATIS. Combien tu as eu de réponses? Combien tu as eu de réponses? Ah ben 3, 4. Voilà, c'est pas satisfaisant. Il faut le simplifier. Ça fait des années que je répète ça, mais je me lasse pas de répéter les choses. C'est comme les pharmaciens et les PUI, je me lasse pas. Et j'espère qu'un jour on y arrivera, parce que c'est pas possible de continuer sur cette évaluation, et qui est fondamentale parce que c'est une part importante dans le financement à la qualité, IFAC, et on en parlera tout à l'heure. Peut-être déjà vous laissez répondre, professeur, sur ISATIS. Alors, je vais répondre indirectement. Et hors du système de santé, nous sommes régulièrement interrogés sur notre appréciation, sur un service, sur un achat et tout. Je fais partie de ceux qui, dès que je vois qu'il y a trop de questions, je m'arrête. Donc j'entends parfaitement qu'on puisse considérer qu'il y ait des situations où il y a beaucoup trop de questions. Je ne me suis pas encore plongé dans ISATIS. Je ne dis pas que ce n'est pas une priorité, mais j'en ai tellement en ce moment. Je me plongerai dedans, je m'y engage, d'autant plus que nous allons avoir une réflexion à avoir sur les PROMS et les PREMS de manière naturelle dans cette intégration et dans cette évaluation. Alors je ne vous le souhaite pas, mais si vous devez venir un jour dans un établissement de santé, vous aurez à répondre à ISATIS. Et là, peut-être que vous me comprendrez, mais je ne vous le souhaite pas. On ne mettra pas plus de 4 questions. Non, pas plus de 4 questions. Alors, j'avais une question peut-être un peu urticante sur la certification d'établissement de santé. Moi, je suis un ardent défenseur de l'ANAS, de la HAS, et depuis toujours. Parce que pour moi, c'est un outil égalitaire de mesure de la qualité. On le voit aujourd'hui, IFAC, c'est 700 millions d'euros, Madame Daudet, vous l'avez dit, c'est
totalité sur les critères et non plus sur le poids économique, ce qui était à mon sens une absurdité voulue peut-être par nos amis du public. Bon, maintenant, et vous l'avez dit, ça m'a fait plaisir, on a des meilleurs résultats peut-être que le secteur public. Peut-être qu'on est plus souple, je ne sais pas, ou peut-être que nos médecins sont plus impliqués. Mais ma question sur cette partie d'IFAC, c'est le poids que pèse le résultat de la certification. Pour arriver à une haute qualité des soins, une très haute qualité des soins, c'est un engagement majeur d'établissement. C'est des mois et des mois de travail, des mois et des mois de mobilisation, des années, parce que quand on passe une certification, bien sûr, il y a un relâchement l'année suivante, mais dès la deuxième année, on repense à la certification qui va arriver. Donc moi, je rêve d'une certification qui soit discriminante. Discriminante. C'est-à-dire que ceux qui sont non certifiés, moi, c'est simple. Un avertissement, 3 mois, tu es dans les clous, tu n'es pas dans les clous. Si tu n'es pas dans les clous, tu dégages. Il faut autre chose. Tu n'es pas autorisé à accueillir des patients. Mais par contre, ceux qui sont très haute qualité des soins, il faut qu'ils soient récompensés. Il faut qu'ils soient récompensés sur la pertinence de leur travail et du rendu de cette certification. Alors, comment faire pour que la HAS soit mieux entendue et mieux reconnue? Alors, la HAS, comme je l'ai dit, c'est une autorité publique indépendante qui a une particularité. C'est la seule des 7 autorités publiques indépendantes qui n'a pas de pouvoir de sanction. Je le rappelle. Nous sommes là où nous émettons des avis. Alors, nous avons quelques décisions. Effectivement, la certification est une décision, mais globalement, ce sont des avis. Nous n'avons pas de ce pouvoir de sanction. Alors, si on continue sur la question que soulevait le président, en réalité, aujourd'hui, il y a déjà une discrimination dans l'appréciation avec les 4 mentions de certification. Mais c'est un avis que nous donnons au pouvoir public. Et il revient ensuite au pouvoir public de savoir ce qu'ils veulent en faire dans le mode de financement des établissements. Mais c'est aussi un avis que nous donnons. C'est plus qu'un avis, une décision pour l'établissement pour qu'il voit quelle est sa mesure et comment il peut améliorer sa qualité. La question qui est posée, qui est celle de l'utilisation en gros, de la certification dans IFAC, enfin dans l'incitation, enfin dans le financement, est une autre question qui ne relève pas de la HAS. Néanmoins, je vais répondre. Je suis désolé, je vais répondre. Nous nous sommes déjà exprimés sur ce point-là. À partir du moment où notre objectif, c'est la qualité, on doit aussi tout faire pour que le financement soit orienté qualité. Et donc, nous sommes de ceux qui souhaiterions que le niveau de certification, et notamment la mention maximum haute qualité en santé, soit prise en compte dans l'attribution des moyens. Mais ce n'est qu'une recommandation. Merci pour cette réponse. Également sur la certification, j'ai émis des doutes sur, comment dirais-je, le pourcentage de très haute mention intersectorielle. Je vous ai alerté sur le fait qu'il me semblait que les hôpitaux publics avaient des meilleures appréciations sur un scoring équivalent. Vous m'avez répondu gentiment que cela vous étonnait. J'ai vérifié, vous avez raison. Il n'y a pas de discrimination entre le public et le privé. Par contre, l'octroi de la très haute mention n'est pas clair. On aimerait que lorsque l'établissement obtient un scoring, 97, 98, obtienne la plus haute mention. Ce n'est pas toujours le cas. Et ça, on a du mal à comprendre. Moi, j'ai encore un adhérent qui m'a envoyé un message, Olivier Dorvon, ce matin, qui me dit « Je suis certifié à 96 ». Est-ce qu'il aura la très haute mention? Je ne sais pas. Lui non plus. Est-ce qu'on ne peut pas avoir, je dirais, une véritable échelle précise? Voilà. Tu es à 97, tu es très haute qualité des soins. Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça. Effectivement, il y a un lien entre le chiffre et la mention, mais il peut y avoir, sur certains indicateurs qui ne sont pas totalement satisfaits, la considération qu'ils peuvent remettre en question une mention maximum. C'est un débat qu'il faudra que j'ai avec Catherine Gindre, que vous connaissez, qui est la présidente de la commission, membre du collège, la commission certification des établissements en santé. Je vais refaire ce point avec elle là-dessus. Je vais le refaire. Merci. Est-ce qu'on peut imaginer aussi, bon, certification d'établissement, nos médecins sont impliqués, ils sont eux-mêmes certifiés. Est-ce qu'on peut imaginer un changement de paradigme où ce seraient les équipes qui seraient toutes certifiées et qui certifierait l'établissement? Est-ce que c'est possible, ça? J'essaye de comprendre. C'est-à-dire que ce serait
un système interne d'auto-certification? Non, en gros, non, certification HAS toujours, oui. Mais c'est l'établissement qui est certifié, oui. Bien sûr, avec la participation des médecins, et lorsque les équipes sont certifiées, ça aide, je dirais, dans le fonctionnement. Mais pourquoi on ne partirait pas de la base? Parce que la qualité des soins, c'est tout de même les équipes médicales, on le sait, hein, c'est l'acte chirurgical avec l'équipe, et pourquoi on n'évaluerait pas les médecins, nos médecins, qui sont dans nos établissements? Alors, j'ai entendu tout à l'heure le président de la FHP faire remarquer que le risque était partout dans l'établissement. Vous savez qu'il y a des spécialités médicales dites à risque pour lesquelles il y a une possibilité d'accréditation. Ce pourrait être effectivement un critère pris en compte, qui est le pourcentage de médecins exerçant une spécialité à risque éligible à l'accréditation qui soit accrédités. Vous savez, en France, il y a à peu près 35 000 médecins qui sont éligibles à l'accréditation. Il y en a environ 9 000 d'accrédités. Parce qu'il y en a qui n'ont pas le besoin d'aller chercher l'accréditation. Mais lorsqu'il y a l'accréditation, et je ne fais pas allusion aux relations qu'ils auront ensuite avec l'assurance maladie, lorsqu'il y a l'accréditation, c'est quand même un signe, pour nous, de qualité des soins. Alors, ce qu'on pourrait, par rapport à ce que vous proposez, c'est le prendre dans l'autre sens, de considérer qu'à un moment donné, puisque l'accréditation, elle est à la fois médicale et des équipes médicales, en développant le nombre d'équipes médicales accréditées, que ce soit des éléments très bien pris en compte au titre de la certification. C'est plutôt dans ce sens-là que moi je l'aurais fait, plutôt que de partir des équipes médicales telles que j'entendais jusqu'à la certification. J'ai plusieurs questions dans la salle au sujet de la certification qui concernent la nécessité d'avoir des représentants des usagers. Apparemment, c'est très difficile d'en trouver. Il y a une réelle pénurie, donc c'est difficile de répondre à la situation. Pourquoi ne pas accepter d'autres types d'usagers autres, par exemple les patients experts? Parce qu'ils ont une autre fonction dans le dispositif. Mais vous avez raison, il ne nous est pas facile d'obtenir des usagers, pas suffisamment. Je vous ai donné les chiffres de 900 experts visiteurs, ce qui est quand même pas mal, je veux dire, pour un établissement. L'HAS, si on compte tous ces experts, que ce soit pour les produits de santé, pour tout le reste, on tourne à peu près à 2400, 2500. C'est-à-dire quand même 900, c'est très significatif le poids des experts dans le domaine. Il y a une difficulté. Je ne sais pas si la réponse, ce sont les patients experts, mais on doit s'atteler à être là encore plus visible, mais aussi plus motiver des personnes pour accepter d'être usagers experts, je veux dire, experts visiteurs. C'est un sujet, comment dirais-je? Je dirais que lors de notre précédente rencontre, votre président m'a soulevé déjà cette question. Voilà. Alors j'ai encore une question qui est sur un autre sujet. Dans les recommandations de prise en charge de certaines pathologies chroniques, est-il envisagé de positionner les infirmiers en pratique avancée? Dans les recommandations de prise en charge de certaines pathologies chroniques, est-il envisagé de positionner les infirmiers de pratique avancée? D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est envisagé, mais c'est envisageable. Parce qu'on doit impérativement, dans les recommandations, avoir un raisonnement sur l'ensemble des professions. Et je fais très attention, depuis que j'occupe cette fonction, nous commençons par des notes de cadrage des recommandations qui sont adoptées par le collège, avant que le travail se réalise. Et dedans, il y a la composition des groupes de travail. Et dans le groupe de travail, de manière non nominative, ce sont les professions qui doivent être représentées. Moi, je fais très attention à qu'il n'y ait pas que les professions médicales, chaque fois que possible. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que je n'ai plus d'autres questions pour ma part. Lamine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, sur la certification des GHT, possibilité offerte aux hôpitaux publics de faire, est-ce que ça prend? Est-ce que ça marche? Alors, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas la notion qu'il y a un enthousiasme total sur le GHT. Plusieurs souhaiteraient qu'on ait une certification au niveau du territoire. Alors, le GHT étant effectivement là pour le territoire. Ce à quoi nous devons faire attention, si nous rentrons dans cette logique-là, c'est que s'il y a un établissement, on va dire, vaisseau amiral, très bien certifié, ce serait quand même sur le territoire, en kikinant que le territoire ne soit pas très bien certifié, parce qu'un autre, lui, serait mal et serait rattaché à cela. Donc on a vraiment une réflexion à avoir sur territoire et certification. On l'a, il faudra qu'elle aboutisse, mais pour le moment, les textes ne nous le permettent pas, de toute façon. Nous sommes dans la certification d'établissement.
Il avait été acté avant Covid une certification de groupe possible, avec le choix laissé aux établissements, soit une note commune pour l'ensemble, ou je dirais le plus faible pénaliser le plus fort, ou que chaque établissement garde sa note de certification. On avait le choix. Et c'est vrai que certains d'entre nous ont pris l'idée de pouvoir se faire certifier un certain nombre d'établissements parce que ça donne une notion de projet médical commun, de projet d'établissement de groupe. Et je serais moins favorable à ce que ce soit vraiment vulgarisé et développé. D'une part, ça fait une visite tous les 4 ans pour 7, 8 ou 10 établissements, plutôt que 7, 8, 10 visites tous les 4 ans par établissement. J'entends, je ne peux rien dire là-dessus, je l'entends. Je note, comme on dit. Merci beaucoup Lionel Collet, merci d'être resté et de vous être soumis à toutes ces questions.